Dans la séquence vidéo précédente, nous avions vu les concepts généraux de la programmation orientée objet. Dans cette séquence vidéo-ci, nous allons voir comment écrire tout ceci concrètement en Java. Nous avions donc vu que la programmation orientée objet définit la notion de classe qui est le résultat des processus d'abstraction et d'encapsulation, comme par exemple la définition d'une classe rectangle qui aurait des attributs largeur et hauteur et qui aurait une méthode surface. La classe, au sens des langages de programmation, définit un nouveau type qui nous permet de créer différentes variables, comme par exemple 3 variables, rect1, rect2, rect3, qui sont donc en langage orienté objet des instances ou des objets. Mais comment tout ceci s'écrit-il concrètement en Java? Pour déclarer une nouvelle classe, on va simplement utiliser le mot réservé classe. Donc par exemple ici classe rectangle pour déclarer une classe que l'on a décidé d'appeler rectangle, suivi ensuite donc de la définition qui sera détaillée par la suite. Cette écriture, classe rectangle, définit un nouveau type que l'on peut utiliser maintenant comme n'importe quel autre type pour déclarer par exemple des variables. Donc on utilisera le nom du type, c'est-à-dire le nom de la classe, suivi du nom de la variable, c'est-à-dire du nom de l'instance. Donc par exemple, pour déclarer une instance que l'on décide de nommer rect1 de la classe rectangle, on écrira simplement rectangle rect1, point virgule. En terminologie orientée objet, une variable correspond à une instance. En Java, concrètement, non-instance, c'est-à-dire rect1 dans cet exemple précis, est en fait une référence sur un objet concret en mémoire. Tout ceci sera expliqué plus en détail plus tard dans le cours. Mais où concrètement écrire toutes ces lignes? Vous avez pour cela deux solutions. Soit vous pouvez déclarer toutes vos classes dans un même fichier, soit vous pouvez mettre une classe par fichier. Regardons le premier cas où l'on déclare toutes les classes dans le même fichier. Donc par exemple, supposons, et pour l'instant peu importe les détails, mais retenons les idées, que l'on veuille avoir une classe dessin et qui utilise par exemple donc une classe rectangle. Tout ceci, on va donc les déclarer dans un seul et même fichier qu'on a décidé d'appeler donc dessin.java. On a donc ici l'intégralité du fichier dessin.java et donc on peut tout à fait comme ça déclarer ici une classe rectangle, une autre classe dessin. Concrètement, pour le compiler, on utilisera donc simplement la compilation javac dessin.java, que vous tapiez directement cette commande sur le terminal, ou que ce soit votre environnement de développement, Eclipse ou autre, qui le fasse pour vous. Et cette compilation va par contre produire deux fichiers, un fichier dessin.class et un fichier rectangle.class. Et ensuite, pour exécuter tout ceci, la méthode main étant dans la classe dessin, on écrirait donc simplement java dessin sur le terminal, ou alors on lancerait directement l'exécution de ce dessin.class depuis Eclipse par exemple. Voilà donc la première solution pour déclarer les classes. Une autre solution consiste à déclarer une classe par fichier. Donc chaque fois que vous avez une classe, vous avez un fichier à part. Donc vous déclareriez la classe rectangle dans par exemple le fichier rectangle.java, la classe dessin dans le fichier dessin.java. Et dans ce cas, si vous compilez depuis le terminal, il faudrait compiler séparément chacun des fichiers. Bien sûr, dans un environnement de développement intégré, ces deux fichiers seraient intégrés dans le même projet et on les compilerait les deux séparément, mais en appelant une seule fois donc la commande build. C'est Eclipse qui se chargerait donc de compiler ces deux fichiers et qui donc produirait, comme dans le cas précédent, deux fichiers .class. Si on l'exécutait depuis le terminal, on taperait donc ici Java dessin, puisque c'est la classe dessin qui a la fonction main. Et c'est également ce que fera pour vous Eclipse si vous lancez l'exécution depuis là. Et si par hasard vous aviez envie de faire Java sur rectangle.class, rectangle qui ne contient pas de main, va vous donner donc à ce moment-là une exception qui vous dit qu'il n'existe pas de main dans no such method, il n'existe pas de méthode main dans la classe rectangle. Voyons maintenant comment remplir cette partie, c'est-à-dire comment mettre des attributs et des méthodes à notre classe. Commençons par les attributs. Les attributs de la classe rectangle sont donc sa largeur et sa hauteur.
Pour ça, pour déclarer des attributs, il suffit simplement de déclarer les différents attributs en mettant le type et le nom de l'attribut. Donc on déclare ici pour chacun des attributs son type, son nom d'attribut suivi d'un point-virgule. Donc pour notre exemple de classe rectangle, ceci donnerait simplement double hauteur, double largeur, c'est aussi simple que ça. De même pour l'utilisation des attributs d'une instance, pour cela on aura donc le nom de l'instance suivi d'un point, suivi donc du nom de l'attribut que l'on veut désigner. Donc par exemple, pour désigner la hauteur du rectangle rect1, on écrirait rect1.hauteur. Illustrons tout ceci sur un exemple concret, donné ici dans un seul et même fichier, qui contiendrait donc une première classe exemple pour avoir la méthode main, et puis qui utilise une classe rectangle, donc dans laquelle on déclare une hauteur, deux attributs, une hauteur de type double, et puis une largeur de type double. Et donc la classe exemple ici va créer une instance, utiliser une instance de la classe rectangle. Et pour ceci, donc, il faut utiliser la syntaxe suivante. La déclaration initialisation d'une instance se fait en utilisant le nom de classe, suivi donc du nom d'instance, et puis égal new, avec le nom de classe suivi entre deux parenthèses comme ceci. Donc par exemple, on a vu dans l'exemple précédent, pour créer une instance rect de la classe rectangle, on écrirait égal new rectangle, ce qui va donc créer et initialiser tous les attributs avec les valeurs suivantes. Si on a des attributs de type int, ça sera la valeur 0 int. Si on a des attributs de type double, ça sera la valeur 0 double. Pour les booléens, ça sera false. Et pour les objets, ce sera donc la valeur spéciale nulle sur laquelle nous reviendrons par la suite. Et donc, dans notre exemple précédent, ici, à ce stade, rect1 a une largeur et une hauteur nulle avant donc qu'on les modifie. Passons maintenant à la déclaration des méthodes. Les méthodes sont simplement des fonctions que l'on va mettre au sein de la classe. Donc dans le cas de notre classe rectangle, on va s'intéresser ici à lui ajouter la méthode surface. Donc une méthode, ça se déclare simplement comme d'habitude, avec le type de retour, le nom de la méthode, puis ensuite, entre parenthèses rondes, la liste des éventuels paramètres. Tout ceci, donc, qui est l'entête de la méthode, étant suivi par la définition de la méthode, donc le corps de cette méthode, entre accolades. La seule différence, simplement, c'est que les méthodes sont mises dans la classe elle-même. Dans le cas de notre exemple de la classe rectangle, la méthode surface s'ajouterait donc dans la classe rectangle, ici avec donc sa valeur de retour double, une surface retourne un double, son nom, et puis ici elle n'a pas besoin de prendre de paramètres, et elle retournerait donc la hauteur fois la largeur. La question qu'on pourrait se poser, c'est mais où sont donc passés les paramètres? En effet, si l'on avait à écrire une méthode comme nous le faisions auparavant, en dehors de toute classe, alors on aurait eu besoin de passer la hauteur et de passer la largeur comme argument à la fonction, de sorte que hauteur et largeur soient connus pour effectuer ce calcul. Comment se fait-il qu'ici, dans la méthode de la classe rectangle, on n'ait rien eu besoin de passer? Parce que tout simplement, cette hauteur et cette largeur sont des attributs de la classe. La méthode surface faisant partie de la classe rectangle, elle a accès aux attributs hauteur et largeur de la classe rectangle. C'est ce que l'on appelle techniquement une portée de classe, c'est-à-dire que tous les attributs d'une classe sont connus de l'entièreté de cette classe et en particulier de chacune de ces méthodes. Donc par exemple, toutes les méthodes de la classe rectangle ont accès à la hauteur et à la largeur. Il n'est donc pas nécessaire de passer les attributs comme argument aux méthodes. Donc pour résumer, une méthode, c'est simplement une fonction qui est propre à une classe, on va donc la mettre dans les classes, mais qui en plus de ce fait a accès aux différents attributs de la classe. Et donc il est très important, et c'est une erreur de débutant des premières écritures de méthode, il est très important de ne pas passer les attributs à une méthode de classe. Donc pour revenir encore une fois sur l'exemple est tout à fait correct ici. On a bien une méthode surface qui ne prend pas du tout ici de paramètres et qui peut accéder à la hauteur et à la largeur de rectangles qui ont été déclarés comme précédemment dans la classe. Ceci dit, ce n'est pas parce que l'on n'a pas besoin de passer les attributs d'une classe comme argument à ces méthodes que les méthodes n'ont jamais de paramètres. Bien sûr, si une méthode a besoin de recevoir des paramètres de l'extérieur de la classe pour pouvoir fonctionner, alors il faudra bien sûr déclarer les paramètres à la méthode. Donc par exemple ici, supposons qu'on imagine qu'on ait une classe de figure colorée.
Et dans cette classe, on aurait différents attributs et en particulier aussi une méthode qui permet de colorier la figure, laquelle méthode pourrait donc recevoir typiquement une couleur et elle modifierait donc les instances de la classe figure colorée pour les colorier dans cette couleur, couleur étant lui-même un autre type qu'on aurait défini par ailleurs. On pourrait donc par exemple déclarer une instance, une figure de la classe figure colorée, une instance rouge de la classe couleur, et puis un tout petit peu plus tard, en anticipant sur une syntaxe qui va vous être présentée, colorier la figure avec la couleur rouge. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que la couleur rouge, donc elle vient de l'extérieur de la classe figure colorée, elle ne fait pas partie de la classe figure colorée, et donc c'est pour ceci qu'on a besoin de la passer, ce n'est pas un attribut de figure colorée, on a besoin de la passer comme paramètre à la méthode coloris. Voilà, vous savez donc maintenant déclarer et définir les méthodes d'une classe, mais comment les utiliser, c'est-à-dire comment y faire appel. Nous allons pour cela utiliser une syntaxe très similaire à celle des attributs, et aussi similaire à ce que vous avez déjà fait dans d'autres cadres, par exemple lorsque vous appeliez la méthode size d'un tableau. Vous écriviez tableau.size, c'est bien en fait un appel de la méthode size, ici d'un tableau dynamique. Donc le schéma général, c'est le nom de l'instance, point, le nom de la méthode, puis ensuite, entre parenthèses rondes, la liste des arguments que vous souhaitez passer à cet appel. Donc par exemple, si on veut appeler la méthode surface pour une instance rect1 de la classe rectangle, ce que l'on va écrire, c'est rect1.surface, et puis ici, comme la méthode surface n'a pas besoin de recevoir des arguments, on met simplement comme ça les deux parenthèses sans rien au milieu. Si l'on revient donc à notre exemple complet, nous avons donc, comme précédemment, la classe exemple ici qui va utiliser donc dans the method made une instance rect1 de la classe rectangle. Dans la classe rectangle, on aura donc ajouté ici une méthode surface. Et puis donc pour appeler cette méthode surface sur l'instance rect1 de cette classe rectangle, on écrira simplement ici rect1.surface, lequel rect1.surface retourne un double que l'on peut donc ici afficher avec le message par exemple surface de point. Donc dans ce cas-là, ça écrira surface 2 points et puis 12 qui est le résultat de 3 fois 4. Il faut bien comprendre que chaque instance a ses propres attributs. Donc si par exemple je déclare 3 instances rect1, rect2, rect3 de la classe rectangle, et que j'ai donné la valeur 3 à la hauteur de rect1, la valeur 4 à la largeur de rect1, on aura des valeurs différentes, 11,5 par exemple, et 3,8 pour rect2, et on aura dans un autre endroit de la mémoire, donc les valeurs, par exemple 34,3 pour la largeur de rect3, et puis une autre valeur pour sa hauteur. On a donc bien 3 variables différentes qui existent en mémoire, et quand on appelle donc rect1.surface, c'est la méthode surface globale de la classe rectangle qui va s'appliquer uniquement à l'instance rect1, ce qui fait que dans cette méthode surface, dans cet appel à la méthode surface, largeur désignera bien rect1.largeur et hauteur désignera rect1.hauteur. Et si j'appelle à un autre endroit rect2.surface, alors dans cet appel rect2.surface, ce sera hauteur qui vaudra la rect2.hauteur et puis largeur vaudra rect2.largeur. Notez qu'en toute rigueur, les schémas pour les instances ici ne sont pas exactement corrects puisque en fait les variables sont des références vers les objets en mémoire, mais le but était ici surtout d'insister sur le fait que chaque méthode, chaque appel de méthode avait accès à chacun des attributs. Pour les détails de représentation en mémoire, nous y reviendrons plus tard dans ce cours. Voilà, ce qui conclut cette séquence vidéo. On a vu comment concrètement déclarer des objets en Java, on a vu comment déclarer des attributs et comment déclarer des méthodes. C'est-à-dire qu'essentiellement sur cette figure, on a vu cet axe-là. Reste maintenant à voir comment on va faire les différences entre l'interface et les détails d'implémentation, c'est-à-dire cet autre axe sur cette figure, ce qui est l'objet de la séquence vidéo suivante.